Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ces numéros d'entretien acte 44 de l'année 2026 pour revenir sur un sujet crucial. Dans le grand démocratie, l'opinion publique est une force, mais elle a des tendances liberticides et donc la régulation est là pour pouvoir canaliser et faire en sorte que les libertés des uns et des autres soient respectées, mais dans la dignité. Mais au-delà de ça, une république comme la nôtre, avec autant d'enjeux, beaucoup de gens se posent la question de savoir quel est le travail du CESAC. Bon, dans le fond, on connaît son rôle, mais les difficultés rencontrées dans la gestion de l'opinion, surtout dans les orientations d'ordre politique aujourd'hui, font parler. Quel est le travail que le CESAC doit mener pendant cette période d'enjeu où on parle dialogue, on parle changement de la Constitution, dans un contexte de crise sécuritaire? Qu'est-ce que le CESAC doit faire aujourd'hui face à la propagande et la guerre communicationnelle qui a pris beaucoup trop de pas sur l'espace médiatique congolais? Pour en parler, qui des mieux que le président de cette organisation ou cette institution d'appui à la démocratie, Maître Christian Bossembe. De temps en temps, je ferai appel à son côté juriste parce que c'est sa casquette. Le CESAC est un mandat qui va d'ailleurs passer. Dieu seul sait s'il reviendra, mais j'ai déjà la nouvelle qu'il ne reviendra plus jamais au niveau de la profession journalistique. Je ne sais pas s'il avait vraiment dit ou c'est l'effet des réseaux sociaux, mais de toute façon, on lui posera la question. Ce qui est sûr, c'est que le droit, c'est sa passion, c'est une science qu'il a choisie. Peut-être au même titre que le média, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Maître Christian Bossembe, très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, vous me faites un grand honneur, cher Gardi, vous le savez. Ça a toujours été un honneur de recevoir une invitation de votre part et d'y participer. Okay. Et je salue la brillante présentation déjà de votre émission qui nous place déjà dans le contexte. Donc, je vous dis merci. C'est pour nous également un honneur de vous avoir, car de temps en temps, quand on vous regarde, on se pose la question, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour subir tout ça ?» Mais bon, c'est la graine de grandes personnes. Ceux qui veulent écrire l'histoire, souvent, n'ont pas peur de mettre les mains dans le feu, quitte à apporter leur changement. Et je crois qu'on sait que le jour où vous partirez, on garderez l'histoire du CESAC de Bossembe. On en parlera quand même. C'est vrai, parce que vous savez, dans la vie, il y a ceux qui choisissent de faire l'histoire, ceux qui choisissent de la lire et ceux qui choisissent de la faire. Et je pense que ceux qui font l'histoire, ceux qui la racontent et ceux qui la vivent, il y a un grand écart, et l'écart, c'est l'action. L'action, oui. Et nous avons choisi le côté de l'action, et quand vous faites l'action, payez le prix. Le prix est toujours à côté, et c'est la critique, ce sont les attaques, ce sont les insultes. Mais toutes ces choses ne peuvent pas bloquer, freiner, empêcher le travail. Donc, c'est vrai que chaque jour qui passe, on se dit, on se renouvelle, on se remet en cause, même en question d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce qu'on aurait dû mieux faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu bien faire, et de toutes les façons, peu importe ce qu'on va dire, on ne pourra jamais mieux faire au sens de tout faire. Tout faire, on fera toujours ce qu'on peut, mais il en restera toujours quelque chose parce qu'il faut bien que quelqu'un d'autre vienne apporter sa propre touche aussi. Le CESAC n'est pas né avec moi et il ne mourra pas avec moi, donc voilà. Et curieusement, on a beaucoup trop parlé de vous, et moi je crois que je trouve normal. Mais pour pouvoir réguler, je suis sûr que l'élite, ça personne ne peut en douter, on doute peut-être certaines actions, mais le côté élite, ça, je dois reconnaître quand même que ça fait l'unanimité. Quand vous posez la question à tout le monde, même ceux qui sont contre vos décisions, s'accordent à dire une chose: Christian Bossembe est une intelligence. Ça, merci, c'est avec humilité que je le reçois, parce que j'estime que les fonctions n'ont pas l'objectif de changer les gens. C'est plutôt aux gens de donner une nature, une nouvelle manière à la fonction. Et lorsque nous arrivons au CESAC, nous le trouvons. Je ne peux pas aujourd'hui nier les efforts des uns et des autres, mais seulement que nous avons trouvé une situation d'un désordre terrible au niveau des médias. Les médias, chacun pouvait dire ce qu'il voulait à tout moment et on faisait la propagande de l'ennemi, et les télévisions ne faisaient plus rêver, et donc il y avait tellement de mots au point que l'agresseur était loué au Congo.
On pouvait tourner l'armée en ridicule, on pouvait raconter ce qu'on voulait sur l'armée, caricaturer. N'importe qui pouvait débattre sur n'importe quel sujet. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. Et nous avons pris des mesures qui ont fait vraiment mal. On arrive à une situation où nous sommes en période électorale. Et certains médias se permettent même de donner des résultats. Il ne s'agit pas des tendances, mais des résultats fermes sur le cours des élections. Nous avons dit niet à cela. Et vous voyez, ce sont des petites choses comme ça que l'on a eu à apporter, qui ont à un moment donné changé la manière de voir les choses. Au point que chaque rédaction se pose la question, que dira le CESAC si je publie telle information. Oui. Et ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes allés au contact de journalistes. Je n'ai pas fouillé les journalistes, je n'ai pas fouillé les débats. Je les ai rencontrés, chacun dans son coin, chacun dans son style. Et ça aussi un peu, ça nous a un peu, je veux dire, arrangé les choses. Au point que c'était difficile au début. Ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup pensent que vous êtes distant, mais... Oui, je suis distant en tant qu'humain, mais je suis présent en tant que fonction. Parce que je pense que ce qui nous lie maintenant, ce n'est pas l'amitié, c'est plutôt le travail. Moi, je suis régulateur, je ne suis pas l'ami des journalistes. Je reste régulateur. Et donc, à ce niveau-là, ce n'est pas parce que l'arbitre tapote un joueur qui devient son ami. Il est arbitre. Lui, son rôle, c'est de siffler. C'est de réguler le match. Et nous, notre boulot, c'est de réguler les dérives. On ne régule pas les idées. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais quand on fait du bien, vous ne nous applaudissez pas. Ce n'est pas notre rôle de vous applaudir quand vous faites votre C'est dans travail. La normalité, oui. Quand vous faites les choses normalement. Et... Notre boulot à nous, c'est de recadrer lorsque ça ne marche pas. Et donc, vous voyez qu'un peu tout ça, ça a aussi marché. Et un bon journaliste ne devrait pas poser cette question parce que même en termes d'infos, il y a info quand on est dans un contexte anormal. Quand les choses roulent, il n'y a pas d'information. Voilà. Il y a un autre élément, c'est que on a trouvé que, par exemple, le Rwanda avait une certaine hégémonie, oui. Même en termes de médias, une certaine hégémonie au Congo. Et ça ne dérangeait personne. Vous allez sur Canal+, sur tous les bouquins, le Rwanda était presque partout. Et quand on arrive, on dit, niet, ça ne peut plus continuer comme ça, parce que, souvenez-vous de la bourde de la fois passée, ils ont coupé le signal de la RTNC lorsque le pape était ici, au Congo. Et quand je prends la décision de demander à mes collègues de suspendre les chaînes rwandaises, et je peux vous assurer, j'écrirai des mémoires sur la question, j'ai vu comment certains Congolais ont tellement peur ou avaient peur de ce mythe rwandais qui était totalement faux, cousu par la peur, ainsi de suite. On écrira des mémoires, on en parlera. Et on a pris ces décisions et ça fait l'effet que ça a pu faire. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on en parle de moins en moins, peut-être même pas. Et on ne tourne plus en ridicule l'armée. Parce que là, c'était des lignes rouges. J'avais dit, aucune rédaction ne pourra parler de l'armée sans la présence d'un expert. Aucun média ne pourra discuter des questions de sécurité sans la présence des experts sur le plateau. Au début, c'était difficile. Non, c'est la liberté qu'on veut violer, ainsi de suite. Non, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Quand il y a la question de souveraineté. Il y a à côté la responsabilité. Et lorsque la question de souveraineté se pose, les questions de liberté se taisent. Parce que la souveraineté, c'est la sécurité mère. Et comme Thomas Hobbes l'a dit, lorsque la sécurité est menacée, la liberté l'est tout aussi. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, prétendre être libre sans être en sécurité. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là que je pense que certains ont cru qu'on était dur, mais il fallait quand même le faire parce qu'il fallait donner au CESAC une autre connotation. Parce que là, on était un ordre administratif seulement, mais nous avons montré qu'on pouvait être une face gendarme et à un moment donné, nous avons été assez sévères, je reconnais, mais je crois que c'était intéressant, c'était important. Nous avons réussi à voir tous les TikTokers, le réunir dans une salle. C'était une question qui a fait polémique pour la plupart. Oui. Dans un contexte médiatique presque, je dirais, dans un climat morose, avec autant des bavures, pourquoi ajouter un corps qui posait déjà problème dès le départ? Oui. Surtout un souci d'intégration. Notre plus grand problème, c'est que nous détournons notre regard des vrais problèmes. Et la question de TikTok devrait être une question d'État. Cher Gardi, je ne comprends pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à mesurer le danger que représentent les réseaux sociaux dans notre pays?
Le problème que nous posons maintenant, ce problème a été posé aux États-Unis depuis très longtemps. Et c'était une guerre des algorithmes. Et l'Amérique a développé son système autour des algorithmes. Ils savent que le combat de demain, c'est celui qui possède l'algorithme. En Afrique, on a eu ce même problème. Lorsque nous rencontrons les présidents de régulation à l'étranger, le débat, il est le même. La jeunesse africaine a un problème sérieux avec les réseaux sociaux. Pour eux, les réseaux sociaux sont devenus des réseaux antisociaux. C'est des réseaux de déchirement. C'est aujourd'hui des vecteurs de division. C'est aujourd'hui, on va dire, on va dire même de trains, des autoroutes, de la perversion, de l'immoralité, des obscénités. On en parle sans gêne. N'importe qui est insulté. N'importe qui est tourné en dérision. N'importe qui, n'importe quoi. On peut rire de tout et de rien. On a dit non. Et donc, quand on en parle avec les autres présidents des régulations africaines, on se met d'accord sur un cadre. Et nous nous rendons compte qu'il faut qu'on mette en place un cadre qui va permettre à ce que les plateformes numériques discutent avec les pays africains comme des pays, pas comme des blocs, mais comme des pays. Et ça, c'était une souveraineté numérique qu'on avait demandé. Et vous voyez, donc, il fallait le faire. Vous avez des Congolais qui ont 2 millions d'abonnés, 15 millions d'abonnés. Il y en a même qui ont 7 millions d'abonnés, mais qui n'ont jamais été interpellés par l'État. Quand je dis interpeller, ce n'est pas pour le restreindre, mais justement pour essayer de contrôler le contenu. Il fallait que quelqu'un prenne des décisions. Et donc, nous avons été le premier. On a appelé tous ces jeunes gens. Nous leur avons décerné ce qu'à l'époque, on a appelé une identité, j'oublie les termes, mais nous leur avons offert un certificat qui leur décernait une certaine identité numérique. Numérique, oui. On leur a dit, écoutez, nous n'allons pas vous donner une identité numérique, le terme va venir, mais nous allons plutôt vous donner une citoyenneté numérique. C'est ça les termes. On leur a dit, nous allons vous donner une citoyenneté numérique, parce que nous estimons que vous êtes des porteurs. Et pendant une année, les choses étaient plus ou moins bien. Après, malheureusement, l'État congolais, comme on le sait toujours, il prend de retard sur beaucoup de questions de grande importance. Et on est, voilà, le mal est revenu, mais les gens sont revenus encore en train de faire ce qu'ils font parce que... Ce qui me ramène à la question suivante, c'est justement, vous attaquez un problème d'ordre culturel. Oui. Et nous savons tous que corriger une culture, il faudra un peu de la coercition. Est-ce qu'à ces niveaux-là, vous avez l'impression que les lois qui devraient permettre aux mesures insufflées par le CESAC sont en musique? Sinon, on poserait des actes pour revenir à la case départ après. Je pense qu'il y a un problème de synergie. Le problème avec notre pays, c'est que les gens veulent faire, chacun à son niveau, faire ce qu'il veut comme il entend. Et il manque... Le prisme politique, voilà, malheureusement. Il manque cette synergie. Parce que je ne vois pas comment le CESAC, le CNC, le CNS, le ministère de la Justice, le BTNT, l'économie du numérique, devraient marcher ensemble dans un même front. Pas ouvrir plusieurs fronts, parce que vous n'allez pas réussir. Qui doit prendre l'initiative à ce niveau? Le problème, c'est... S'il faut définir une directive collective pour l'ensemble de ces institutions, qui doit prendre l'initiative? Le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement. Pourquoi le chef du gouvernement? Parce que regardez, le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution autonome. Elle n'a pas de tutelle. Elle ne dépend d'aucun membre du gouvernement. Donc, du point de vue protocolaire, le CESAC ne peut pas suivre. Au contraire, les autres membres du gouvernement, n'étant pas des chefs des corps ou n'étant pas des corps à part entière, c'est à eux de suivre la logique du CESAC. Mais connaissons la politique congolaise, connaissons les... Donc, en gros, c'est le corps gouvernement oui. qui ne suit pas le CESAC. Non, pas le corps gouvernement, parce que même le corps gouvernement, on sent qu'il y a peut-être des petites fragilités de synergie. Je ne voudrais pas le dire de cette façon-là. Mais le lead devrait être porté par la première ministre elle-même, qui pilote le champ. Ou alors, à la limite, au grand mot, la présidence, qui pilote un projet. Parce que vous ne pouvez pas aller dans tous les sens, ça ne marchera pas. Nous devons être ensemble. Parce qu'il y a des décisions, parfois il y a, on va dire, des mesures, des décisions qui sont prises au niveau de certains ministères. Le SAC n'est pas au courant, il ne le connaît même pas. Et nous aussi, nous prenons parfois des mesures que les autres qui devraient intervenir dans notre champ ne sont pas au courant. Et ça ne marchera pas. Et vous avez vu ça, on a vu ça sur tous les plans.
que ce soit sur le plan des directives, sur le média, qu'il faut payer ceci, il faut payer cela, vous trouvez que les médias ont déjà payé le même montant pour le même boulot, mais dans un autre secteur. Alors, il faudrait à un moment donné une synergie ensemble, et puis vous allez voir que les choses vont plutôt aller. Dans ce qu'on a fait, nous avons invité le procureur général, le très pertinent Vondé, Oui. que nous avons invité. Et vous voyez que c'était plutôt un bon climat. Et les Congolais, les TikTokers, les influenceurs ne demandaient que ça à cette époque-là. Et donc, et puis après, à un moment donné, ces genres d'activités devaient revenir de temps en temps. Ça, c'était juste une phase introductive. On avait même invité le ministre de la Communication. Et c'était très bien. Mais il fallait une suite. Il fallait des ateliers de formation, de renforcement des capacités, pour que ces créateurs de contenu se disent que nous pouvons réussir à changer les choses. Cher Gardi, la Chine a compris avant tout le monde que celui qui gouverne l'information gouverne le monde. On ne peut pas estimer gérer un pays si on ne contrôle pas son opinion. Et contrôler l'opinion ne veut pas dire la déformer. Contrôler l'opinion, ça veut dire lui donner un contenu, lui donner un sens. Et pour ça, il y a des institutions qui sont faites uniquement pour ça. Et nous, le CESAC, nous avons pour mission première aussi de préparer l'opinion à ne pas être acculturée, à ne pas être aliénée, mais surtout à être fondée sur une culture quelconque. Mais regardez ce que la Chine a fait. La Chine dit ceci, désormais, pour des questions essentielles d'État, les créateurs de contenu doivent avoir non seulement une qualité, mais un certificat de l'État chinois. C'est-à-dire, lorsque vous voulez parler de la médecine, vous avez d'abord l'autorisation du ministère de la Santé pour en parler, ça veut dire l'autorité publique, et vous venez au CESAC chez eux pour avoir l'autorisation d'être diffusé. Et quand vous arrivez au CESAC, vous apportez quoi? Vous apportez la preuve que le ministère de la Communication vous a permis de parler de la santé. Lorsque vous voulez parler de la sécurité, vous devez avoir l'aval des instances habilitées. Qu'on vous reconnaisse comme étant quelqu'un d'outillé. Bien sûr que oui. Sinon, c'est de la désinformation. Parce que qu'est-ce que les gens pensent? La désinformation, c'est quoi? C'est la malinformation. C'est la mauvaise information qui peut être faite par quelqu'un de bonne foi, mais il est ignorant, ou quelqu'un de mauvaise foi et qui sait qu'il est en train de désorienter les gens. Alors, pour ne pas tomber dans ce désordre informationnel, il est question de mettre de l'ordre. Et ça ne plaît pas aux politiciens. Parce que eux, ils regardent leur électorat. Électorat, oui. Ils se disent, si Boussembé amène des élections difficiles, ça sera le mandat qui aura un problème, et ainsi de suite. Et parfois, ça, le chef n'est même pas au courant. Le problème ici, c'est que, est-ce que nous voulons pousser les choses à aller de l'avant? Parce qu'il faut de l'ordre à un moment donné. Il faut dire, désormais, tout ce qui parle médecine, tout ce qui parle armée, tout ce qui parle santé, tout ce qui parle des questions cruciales du pays, doivent avoir ne serait-ce qu'un certificat. Sinon, le plateau va être bondé par des gens qui n'ont aucune qualité et qui vont déformer. Alors, donc, vous voyez ce que la Chine a fait. Et nous sommes en train de le faire maintenant. Mais vous parlez de la Chine. La Chine, dans sa régulation, il y a une dimension que nous, on n'a pas, la gestion de le networking et la bande passante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RPTC peut donner au CESAC le moyen de sanction sur un influenceur sur les réseaux sociaux qui s'écarte un peu de la logique? Je vais vous citer un exemple. La dame qui faisait des danses obscènes ici, qu'on a interdit, elle s'est exilée ailleurs, elle a continué à faire la même chose, diffusée sur l'espace congolais. Oui. Dans ce cas, on n'aura pas résolu le problème. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut qu'on possède les algorithmes. Si nous n'arrivons pas à posséder les algorithmes ou à avoir un petit contrôle sur la question, ça va être difficile. Mais c'est beaucoup plus facile, cher Gardi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut contraindre les plateformes à discuter avec nous comme des États indépendants et souverains. Si on ne fait pas ça, ces plateformes vont marcher sur nous. Le Congo, ce n'est pas le Gabon. Le Congo, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Congo, c'est un parc important. C'est-à-dire c'est un marché sérieux. Et que si nous n'arrivons pas à comprendre cette force que nous avons, ces plateformes vont jouer avec nous. Quels moyens de contrainte avons-nous en tant qu'État vis-à-vis de ces plateformes? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe, cher Gardi? Nous sommes en Côte d'Ivoire avec les plateformes numériques.
Je leur ai dit, et ma question était peut-être un peu embarrassante, je leur ai dit clairement, on nous envoie des gens qui n'ont pas, la qualité de décider. C'est un manque de respect. On ne peut pas réunir près de 20 pays africains autour d'une table et qu'on n'envoie pas des décideurs des plateformes. On envoie des messieurs ou des dames qui n'ont pas de décision. Pour faire du marketing. Justement pour parler et pour nous écouter. Non, l'Afrique n'a pas besoin d'être écoutée. L'Afrique a besoin d'être prise au sérieux, pas d'être écoutée. Et ma question a été portée par plusieurs autres présidents qui avaient apprécié la tournure. Parce que je leur avais dit, vous ne pouvez pas nous envoyer des gens qui n'ont pas de décision, sinon ce qu'on fait, on perd le temps. Comment vous imaginez, cher Gardi, un pays comme le nôtre, que M. Nanga ait un compte TikTok? Comment vous imaginez qu'un réseau social, un monsieur dit, vous qui êtes au Katanga, on va imager ça. Ce serait comme Oussama Ben Laden, de son vivant, qui diffuse sur un compte TikTok en plein États-Unis. Mais vous allez plus loin. Mais regardez, c'est un peu comme si un monsieur d'Hezbollah ou de Charlie Hebdo en France prend un TikTok français. Il est dans le territoire français en train de communiquer des choses comme ça. Mais pourquoi nous on le laisse? Parce que les gens ont peur de fermer TikTok ou de contraindre ces plateformes de venir ici chez nous. Moi, je crois que nous n'avons pas deux voies à suivre. La première voie, c'est la voie la plus douce, comme le dit Machiavel. La voie la plus douce, c'est laquelle? C'est la négociation. Nous allons vers eux et nous leur demandons d'activer leur modération parce que chez nous, ça ne marche pas. Il faut qu'ils arrivent à bloquer ce compte sur le territoire congolais. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, nous le ferons. En faisant quoi exactement? En fermant TikTok. Parce que si vous fermez TikTok au Congo, TikTok ne tiendra pas longtemps. C'est un manque à gagner pour eux. Parce que regardez, chez nous, cher Gardi, pendant qu'on est en train de parler avec toi, il y a quelqu'un qui est sur le réseau. Il y a un nouvel utilisateur. Pendant qu'on est en train de parler, il y a un nouvel utilisateur. Il y a une fille à qui sa mère a dit, bon, et que tu peux être maintenant, tu peux te connecter. Il y a un monsieur, un jeune garçon qui vient d'avoir 18 ans, à qui on dit, qui atteint sa majorité. Et donc, ça veut dire que vous avez des gens qui rentrent sur ce réseau, qui ouvrent le compte TikTok tous les jours. Mais quel est le moyen que nous avons si ce n'est pas de les imposer la discussion? Voyez-vous comment ils sont au Gabon? Maintenant, ils font la queue au Gabon. Parce qu'ils veulent discuter avec le Gabonais. Mais si le Gabon arrive à contraindre ces plateformes, comment nous, on n'arriverait pas à le faire? Il faut qu'on arrive à le faire. Demandez à TikTok, vous nous envoyez, pas des envoyés, mais vous faites venir un responsable de TikTok au Congo. Et pourquoi pas poser des valises ici, chez nous? Ils l'ont fait au Kenya, pourquoi ils ne le feront pas ici chez nous? Parce que nous devons voir comment ils régulent aussi leur truc, leur machin, si vous voulez. Et un autre élément important, nous discutons avec eux, ils me disent, non, M. Bossembe, ce que nous pouvons faire avec vous, c'est que envoyez-nous le lexique, enfin, je vais dire un lexique, c'est bon pour dire, mais envoyez-nous les mots-clés. Cher Gardi, ça va faire 3 ans que vous avez demandé la même chose. Donc, que je demande la même chose. Parce que faire ça, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est les linguistes qui vont le faire. Donc, il faut que le CESAC demande aux gens de l'UPEN, je pense, hein, les linguistes sont là-bas, aux gens de l'UPEN, c'est à eux de nous donner des mots. Et notre contexte, il est difficile, notre contexte n'est pas facile, cher Gardi. Nous avons 4 langues nationales. Ça couvre l'espace congolais. Mais nous avons des patois, nous avons des dialectes. Chez moi, à Bassankoussou, par exemple, il y a des gens qui ne parlent pas lingala, qui s'expriment en Kimongo, et qui tiennent des radios au long de la journée en Kimongo. Et ces radios-là, quand ils les tiennent, parfois ils vont dans les insultes, dans les attaques, et ça peut créer de la rivalité entre tribus, et ça peut nous entraîner dans un désordre terrible. Donc, si nous voulons envoyer des lexiques, mais on enverra quoi? On enverra un dictionnaire de 1000 pages. Il serait plus complexe dans le contexte congolais. Ça va être difficile. Parce que ça, c'était les Kimongo seulement. Et les Kingwandi alors? Et les Kingwaka? Et si nous allons chez les Tétés là? Plus de 450. Mais c'est terminé. Donc, c'est une boîte que l'on ne pourra pas fermer et que l'on ne pourra jamais contenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est de demander à ces gens de venir discuter avec nous, ouvrir des discussions avec nous et le contraindre. Et pour ça, on peut payer le prix. Donc, vous voyez, tout ça, c'était important de le faire. Et ça, cette réflexion, on l'a probablement jamais menée. Parce que les gens ne considèrent pas que c'est danser. Ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux. Donc, vous regardez un peu le contexte dans lequel on évolue. Comment quelqu'un peut se réveiller un matin
Et il dit que non, Goma est tombé, non, Bukavu est tombé. Non, parce qu'il est, il est à la télévision, non. Et quand on essaie de dire aux gens qu'il n'appartient pas à un journaliste de déclarer la chute d'une ville dans un contexte de guerre, les gens disent non, vous voulez nous imposer une logique. Non. Informer, oui, mais contextualiser les faits. On ne vous interdit pas d'informer, mais nous vous demandons de contextualiser. Aucune radio ne peut annoncer la ville d'une chute sans l'aval des autorités sur place. En Ukraine, aucun média, mais vraiment aucun, ne peut se dire « ouais, la Russie nous a gagné, la Russie nous a… » Non, jamais. C'est toujours des informations travaillées ensemble et l'autorité publique donne son point de vue. Il ne s'agit pas ici d'un musellement, mais plutôt d'un encadrement. Donc voilà un peu le contexte, si vous voulez, difficile dans lequel on travaille, mais on a quand même trouvé des solutions. Prenons un contexte qui semble être un peu plus facile. Là, on a parlé de la souveraineté, maintenant parlons de la personnalité de Congolais aujourd'hui. Je me rappelle, nous, quand on grandissait, quand les GSM est arrivé, il était presque impossible de pouvoir accéder à des contenus. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, alors que c'est un travail qui peut se faire avec les réseaux de téléphonie mobile ou ceux qui livrent la connexion. Si à ces niveaux, on ne sait pas contrôler, ce qui détruit justement la culture, pourquoi on veut aller chercher loin? Deuxièmement, le média traditionnel. À un moment donné, les gens se posent la question, est-ce que le CESAC peut veiller sur le programme des télés? Qui dit programme, c'est ce qu'on diffuse à longueur des journées et l'impact sur la société. C'est des télés où il y a une ou deux émissions qui diffusent, mais après, les conséquences sanitaires aujourd'hui, on s'est plaint de la mauvaise culture sur la gestion d'Ebola dans les autres zones, mais la prolifération de médecins praticiens, parfois sans maîtrise, contribue justement à cette forme de méfiance vis-à-vis des décisions sanitaires pourtant données par des spécialistes. On n'en a pas beaucoup, des épidémiologistes d'ailleurs, quand ils disent difficile de pouvoir accéder. Est-ce que dans l'ensemble de cette trilogie-là, il y a un travail que le CESAC fait qui peut nous donner des garanties pour le jour à venir? Le CESAC fait un travail remarquable. Regardez, si vous regardez les dessins animés à la télévision, chez nous, vous ne verrez plus les scènes homosexuelles. Parce qu'il y a eu un homme qui a dit non à cela. Et qui a parlé face à ses régulateurs, face à ses créateurs de contenu. Je leur avais dit, ça ne passera pas chez nous. Ça m'a coûté tout ce que ça m'a coûté et que je n'en parlerai pas. Mais on l'a dit, plus question. Ça ne se passera plus jamais chez nous. Et ça ne passe plus chez nous comme ça. Deuxième chose, vous avez vu la série Bachelor, quelque chose comme ça? Bachelor, oui. Mais on est allé jusqu'au Conseil d'État. La suite, vous le savez, la suite appartient à l'histoire. Et chacun verra le rôle que chacun a joué dans cette histoire. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Le problème, c'est que parfois, on n'écrit pas trop nos victoires. Et parfois, nous ne crions pas trop le résultat de nos efforts parce que nous estimons que c'est normal. C'est de votre école, oui, c'est notre boulot. Il s'agit de faire le travail comme il faut et on le fait. C'est à la société de remarquer, ah, ça a changé, ça n'a pas changé. Maintenant, le problème des programmes. Nous avons instauré un système, et on l'a trouvé déjà, mais nous l'avons justement revitalisé, afin que tous les médias envoient leur grille de programme de façon, on va dire, actualisée. Parce que ce n'est pas normal que les chaînes diffusent des contenus qui n'ont rien à voir avec le programme qu'ils ont envoyé au préalable au CESAC. Et ça, on a eu mal à partir. On a eu des problèmes sérieux avec beaucoup de gens. Pourquoi? Pour la simple raison, le journaliste pense que l'émission dépend de lui. Il peut faire ce qu'il veut. Il ne sait pas qu'il est lié à un programme qu'il a envoyé au CESAC et que nous avons un monitoring. Le monitoring nous permet de regarder le programme de chaque chaîne. Vous avez dit qu'à 10h, ça serait une émission matinale. Mais on se rend compte qu'à 10h, c'est une émission politique. On peut vous dire, non, monsieur, il y a faute. Et on peut contrôler ça sur cette base-là. Mais pour faire ce travail, cher Gardi, il faut bien que les gens soient motivés. On sait ça qu'il y a des gens qui ont fait 4 ans sans être payés. On sait ça 70% pardon, du personnel n'est pas payé. Le 30% est sous-payé. Dans ces conditions-là, les gens ne pourront pas donner le maximum d'eux. Ils ne pourront que donner le nécessaire. Et ce n'est pas avec le nécessaire que l'on construit un État, c'est avec plutôt le surplus. On essaye d'être dans des conditions plus ou moins acceptables pour que les gens travaillent. Mais tout ce problème, on en a parlé.
Et comme je vous l'avais dit la fois passée, je ne suis pas celui qui vient se plaindre dans la télévision pour des problèmes de son institution, puisqu'il y a des canaux. Mais Que vous avez déjà vu, malheureusement. Plusieurs fois, malheureusement. Donc, vous voyez que même pour un petit problème comme cela, il est difficile de le résoudre quand les gens sont démotivés. Il est difficile. Donc, quand on est devant une situation comme ça, mais nous essayons de faire un grand travail. Regardez, par exemple, là, on va publier une liste des chaînes qui sont en ordre. Et des chaînes qui ne sont pas en ordre auront probablement 2 semaines ou 3 semaines Pour régulariser. pour régulariser. Et s'ils ne le font pas, on va déconnecter, tout simplement. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des chaînes qui n'ont pas notre avis favorable. Celui qui n'a pas l'avis conforme du CESAC va se voir déconnecté. Et ça, je profite parce que c'est une nouveauté, c'est un scoop que je vous donne. Ok. Ça sera comme ça. Donc, là, toutes les chaînes qui savent qu'ils ne disposent pas des avis favorables, ils ne sont pas conformes. C'est terminé pour eux. On va déconnecter ces chaînes-là jusqu'à ce qu'ils vont... De quoi est fait cet avis favorable du CESAC? Non, c'est une... Quels sont les éléments constitutifs qui peuvent permettre à une chaîne d'avoir un avis favorable? Non, l'avis favorable, c'est la porte d'entrée, au fait. Okay. C'est nous qui commençons. Quand vous venez, c'est nous qui vous donnons un avis favorable parce que nous avons estimé que votre directeur de programme a une carte de l'UNPC et que vous avez des journalistes et que vous avez un programme et que vous avez tout un tas de choses. Une entreprise de médias. Une fois que vous avez une entreprise de médias viable, que l'on sait que vous pouvez tenir longtemps et que vous avez un programme assis et qui respecte le cahier des charges que vous avez déposé au niveau du ministère de la Communication, nous vous donnons cet avis favorable. Et c'est avec cet avis favorable que vous allez obtenir maintenant le signal et ainsi de suite. Ah, d'accord. Mais il s'est fait que les gens ont des signaux, mais ils n'ont pas d'avis favorable. Ils ont contourné le système. Ils ont contourné. Alors, comme ils ont contourné le CESAC, nous allons déconnecter ce réseau-là. Et c'est ainsi que vous allez voir, hein, les gens vont raconter ce qu'ils vont raconter, mais ils doivent se souvenir que j'avais prévenu à l'époque qu'en 2026, beaucoup de chaînes vont être fermées. Les gens pensaient qu'on était en train de jouer. On y est maintenant. Donc, je crois que dans peu de temps, 2 ou 3 jours, la liste va sortir. Okay. Donc, si votre média ne se retrouve pas sur la liste, vous n'avez que 2 choix. Ou vous vous régularisez, ou vous faites la reconversion professionnelle. Vous faites autre chose. Le chant, peut-être l'agriculture, c'est aussi une bonne chose qui paye. Donc, c'est un peu ça, en fait. Okay. Et ça, c'est des choses que les gens ne supporteront pas. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir 200 médias, 100 médias, s'ils disent la même chose? Qui reprennent de programmes sur YouTube pour remettre. La culture, elle est détruite. Toutes les chaînes sont généralistes. Même celles qui étaient thématiques. Nous avons des cas comme ça. C'est ça que vous voyez qu'une chaîne est thématique, mais elle fait du généralisme. Vous voyez des chaînes qui sont généralistes, mais ils font du thématique. Et selon une saison, c'est pas possible. 40, non, on va dire bien, 60 ou 70% des productions des chaînes congolaises sont issues du piratage. C'est des films dont ils n'ont pas le droit, c'est des documentaires dont ils ne disposent aucun droit, c'est des matchs dont ils n'ont pas le droit. Ça veut dire qu'on fonctionne dans une illégalité totale. Et résultat de l'écosystème. Il faut y mettre de l'ordre. Avec un modèle économique assez faible. Oui, il faut y mettre de l'ordre. Alors, quand vous parlez de l'économie faible, le CESAC a pour vocation aussi d'aider avec l'aide publique aux médias. Mais le CESAC n'est pas une assiette fiscale. Le CESAC ne génère pas de recettes pour soutenir les médias. Il faut bien que le gouvernement le fasse. Et comme nous avons commencé notre mission, on avait présenté un plan. Le plan qu'on avait présenté, on va encore revoir les chiffres. Est-ce que vous avez des pourcentages dans la taxe audiovisuelle? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Et ce qui n'est pas normal d'ailleurs. C'est anormal. Comment vous ferez de la régulation si le seul acte générateur qui est censé être partagé par ceux qui doivent surveiller? Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal déjà dans cette situation-là. Donc, vous n'avez pas de moyens pour faire en bien votre politique. Il y a des choses, par exemple les médias. Moi, il y a des Congolais qui me demandent parfois, Monsieur Bossembe, vous n'êtes jamais venu chez nous à Mouepo, vous n'êtes jamais venu chez nous en Gandajika, vous n'êtes jamais venu chez nous à Bolobo, à Isangui, là-bas. Mais je viendrai comment? Pour que un avion. Non, mais pour que je vienne, il faut que l'État mette le moyen en ma disposition pour que je parte. Mais si l'État ne le fait pas, comment je m'y rendrai? Et à la fin du compte, les gens vont vous présenter un bilan comme quoi vous n'avez pas fait le tour du Congo. Mais j'allais faire ce tour du Congo comment? Par quel mécanisme? Le problème, il est celui-là aussi. Mais ça, c'est la perception et la conception du pouvoir public.
Est-ce qu'ils comprennent que le CESAC est une institution importante dans le contexte actuel? Parce que nous sommes la frontière numérique, si vous voulez, de la souveraineté. Ce qui me pousse déjà à poser la question, comment s'est définie la représentativité du CESAC sur l'espace national? De ce côté-là, on essaie de faire bien les choses avec les maigres moyens. Nous avons trouvé 10 représentations, 10 coordinations provinciales, mais nous sommes en train de nous battre pour les étendre. Et là, on a eu une 11e, on aura eu une 12e, on aura eu une 13e. Mais ça, ce sont les moyens internes que nous sommes en train de faire, mais c'est en principe, l'État devrait donner les moyens pour installer cela. Le CESAC a une mission de promouvoir l'implantation des médias au fin fond du pays. Mais avec quels moyens on va le faire? Avec quel moyen on va le faire? Parce que pour pouvoir investir dans le média, il faut qu'il y ait quand même un écosystème favorable dans les zones reculées particulièrement. Donc, et c'est étonnant que vous ne soyez pas là. Mais malheureusement, donc le radio communautaire fonctionne sans qu'il y ait quelqu'un derrière pour taper dessus. Malheureusement. Et puis les radios communautaires, c'est encore un vrai problème. Oui. Ils sont communautaires des noms. Elles sont communautaires des noms. Non, elles sont devenues commerciales pour les armes politiques. Exactement. Et ça, c'est très dangereux. C'est justement l'absence de la régulation. Et la régulation, elle est absente. Pourquoi? Puisque la régulation n'a pas de moyens. Elle n'a pas le moyen de sa politique, elle ne peut pas aller au fin fond. On a pris des mesures extrêmement graves quand même. Certains, à un moment donné, il y a eu des médias qui étaient des médias communautaires, mais vous savez, ces médias-là étaient des relais de la rébellion. De relais, en ce moment-là, ce n'était pas encore du terrorisme, c'était juste de la rébellion, mais quand c'est devenu le média du terrorisme, ces médias-là ont continué à diffuser, à émettre. Et nous avons pris des mesures, on les a fermées. Toutes ces radios-là, nous avons fermé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tout celui qui appartient à l'AFC, le M23, qui sont des terroristes, tous ceux qui ont des médias congolais ont été totalement, ces médias ont été fermés. Ça, c'est des choses qu'on n'en parle pas souvent. La procédure judiciaire a été suivie? Parce qu'il s'agit des sociétés à part entière qui fonctionnaient. Pour fermer, il faut motiver, il faut justifier. Nous, notre problème, ce n'est pas le côté administratif ou le côté juridique. Notre problème, c'est la fréquence. Nous vous retirons la fréquence. Si vous allez continuer comme Inasbel, ce n'est plus notre problème. Nous vous retirons la fréquence, nous vous interdisons de parler. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, la justice peut continuer son travail. Que chacun fasse... Elle n'est pas un peu plus martiale, cette décision-là? Comment ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que quand vous attendez, vous ne pouvez pas appartenir à un groupe armé et avoir une radio dans le même pays que vous agressez. C'est pas compréhensible. Et surtout lorsque votre radio vous sert de haut-parleur. Non. Ça, on interdit ça directement. On va un peu laisser la régulation. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les enjeux. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent. La question sur le changement de la Constitution risquerait de vous tapez dans les nerfs, ce qui est sûr, c'est que ça tire à gauche, à droite, il n'y a pas de contenu. Mais la question, c'est que, pédagogiquement, le CESAC voudra orienter les débats, mais quelle est la logique que vous voyez dans cette dynamique du changement de la Constitution? Cher Gardi, j'en ai même des cheveux blancs déjà, à force d'y penser, à force de stresser. Je ne vois pas un État qui se développe sans débat. Je ne vois pas une nation qui va de l'avant sans la culture de la discussion. Le débat, c'est, on va dire, c'est un moyen de régler les problèmes sans forcément se battre. C'est un moyen de discuter tout en n'étant pas d'accord. Mais c'est cela. C'est ce qu'on appelle les conflits des civilisés. C'est ça le débat. Et lorsque l'on parle d'une constitution, on ne parle pas d'un petit règlement. Nous parlons d'une loi qui lie ceux qui vont naître, ceux qui vivent et ceux qui mourront. Donc nous parlons de ceux qui nous lient dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est un acte extrêmement important et un sujet de première importance. À partir de quel moment ce sujet peut nous diviser au point que nous ne voulons plus nous entendre? Il faut bien que le oui nous dise pourquoi ils veulent qu'on fasse évoluer la Constitution. Il faut bien que le non nous dise pourquoi ils refusent qu'on fasse évoluer la décision, la question. Parce qu'en réalité, la Constitution n'est pas un texte figé. La Constitution est un texte évolutif. Son dynamisme est défini par la révision. Mais là, on va dans le changement. C'est peut-être ce qui justifie la... Je vais même bien dire, la Constitution est un humain.
C'est un corps qui naît, qui grandit et qui meurt. Mais qui ne peut pas muter. Non. C'est un homme et puis il devient oubi, il devient directement femme. Non, c'est un homme, la Constitution. Quand je dis un homme, c'est... Et la femme et l'homme, ils sont dedans. Mais c'est à lui de prendre maintenant la tendance. Et la tendance qu'elle prendra dépend de l'environnement dans lequel il évolue. Une Constitution doit s'adapter à sa culture. La Constitution, c'est l'ensemble des mythes fondateurs. C'est l'histoire d'un État. C'est l'histoire d'un peuple. C'est le rendez-vous d'un peuple avec son futur. La Constitution, ce n'est pas un document politique. C'est un document culturel. Ce n'est pas seulement un document politique. C'est un document culturel, juridique, économique, spirituel. La Constitution doit garder ce feu-là, ce qu'on appelle un feu sacré. Il doit représenter ce que moi je dis en lingala, le Bonzambe, le Bokeli et le Bokambi. La Constitution doit transpirer votre spiritualité, doit transpirer votre génie et doit transpirer votre politique, c'est-à-dire votre manière de gouverner. Aujourd'hui, la Constitution américaine a un dieu, c'est la liberté. Le dieu de l'Amérique s'appelle liberté. Le dieu de l'Amérique s'appelle liberté, on le dira 1 million de fois, parce que c'est fondé sur la question. Au point que dans leur Constitution, on a donné des armes aux citoyens pour se protéger contre la tyrannie. Vous comprenez? Ça veut dire que eux, c'est comme ça. Mais le Dieu de la France, de l'Europe, on connaît tous, c'est l'égalité. C'est aussi la liberté, c'est la fraternité. Ils le disent si bien. Mais notre Dieu, il est lequel? Cette constitution que nous avons porte quel mythe? Quels sont les mythes fondateurs que la Constitution congolaise porte? Ce sont des débats qui peuvent nous pousser à réfléchir. Donc ça ne peut pas dire que nous voulons changer la Constitution. Oui, mais vous voulez la changer pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à celle-ci et pourquoi vous voulez la changer? De la même manière, vous qui ne voulez pas qu'on change la Constitution, pourquoi vous ne voulez pas qu'on évolue? Parce que cette Constitution a été conçue, élaborée dans un contexte précis. Est-ce que le contexte dans lequel cette Constitution a été élaborée, ce contexte a évolué, oui ou non? Si le contexte a évolué, pourquoi on ne reviendrait pas sur la Constitution? Vous avez posé une question fondamentale. Voilà. C'est l'âme de la Constitution. Pourquoi? Mais est-ce qu'on peut avoir une Constitution qui répond à la trilogie que vous avez citée, votre fameuse triptyque, quand la plupart de ces constitutions naissent dans des contextes de crise? Alors, est-ce que les gens ne craignent pas également que cette crise serve de base? Là, en fait, on ne demande pas, vous n'avez pas d'opinion, mais comment réguler un débat qui porte les germes des rapports de force politiques, et tout en sachant que dans le contexte politique, il est difficile d'amener. J'aime souvent citer une phrase de Simone Veil au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui dit « La vérité est contraire à l'engagement politique ». Oui, vous savez, puisque vous parlez d'un auteur, permettez-moi de vous parler d'un autre auteur. C'est Gustave Le Bon. Il dit les divergences intellectuelles se supportent. Et la raison la plus forte l'emporte. Mais les divergences sentimentales ne se supportent pas. Elles finissent souvent par la violence. On est dans l'hypothèse 2, dans notre cas. Alors, mais les crises, Thomas Hobbes le dit si bien. Max Weber le dit aussi. La force revient à l'État. C'est lui qui a le monopole de la violence rationnelle. C'est l'État. Maintenant, regardez. La crise, elle est née de quoi? La crise, c'est tout simplement un conflit. La crise, c'est tout simplement ce que tu dis que je ne comprends pas. Mais Voltaire le dit si bien d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu le dises quand même. Le problème, c'est que le pays s'arrête lorsque ses fils ne veulent plus se regarder pour discuter. Et il faudrait en parler. Donc, on ne devrait pas avoir peur de la crise. La crise, elle est née avec nous. Le monde entier, il est d'abord une crise. Parce que c'est des conflits, ainsi de suite. Mais parlons-en. Il faudrait bien un jour qu'on ait une constitution. Il faudrait bien un jour que les gens se mettent d'accord sur les textes qui nous représentent, qui racontent notre propre histoire. Parce que c'est quoi la constitution? Pour que les gens comprennent, puisque c'est un cours que j'enseigne. Qu'est-ce que c'est la constitution? C'est l'ensemble des vécus,
des interdits, des permis d'un peuple, coulés en forme de texte. C'est-à-dire, comme nous au Congo, on doit avoir les interdits des Bashi, le permis des Bangala, les interdits des Bakongo, des Bamongo. C'est la somme de tous ces interdits et ces permis qui forment ce qu'on appelle une nouille identitaire, notre nous, le nous que l'on a dans la Constitution, le notre nous là, nous devons être en mesure de le dire. Maintenant, est-ce que lorsque vous avez votre Constitution, est-ce que vous vous voyez dedans? Lorsque vous parlez au peuple congolais, quand il n'y a pas de courant, ils connaissent qui doit payer le prix, c'est le chef de l'État. Lorsque l'avion atterrit en retard, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il pleut même abondamment et qu'il y a des érosions, c'est le chef de l'État. Donc, dans le mental cognitif, sinon dans la pensée du peuple congolais, ils ont un esprit, ils ont un schéma qui contredit exactement la Constitution. C'est au président qu'on demande de compte, mais en réalité, le président a été placé dans une condition. D'où votre difficulté. Comment faire quand vous avez un peuple qui a deux constitutions? Une constitution écrite et une constitution traditionnelle qu'ils ont dans la tête de par ce qu'ils sont. Mais c'est le rôle de l'intellectuel maintenant de le concilier. Il ne va pas le concilier dans les débats sans fin. Il va le concilier dans des débats responsables. Dire au peuple congolais, regardez, ce que nous avons, c'est ça. Et ce que nous voulons, c'est ça. Il faut laisser le champ libre. Et c'est ça le rôle du CESAC. Dire aux gens, écoutez, n'ayez pas peur de débattre sur la Constitution. Venez débattre. Venez prendre part à ce débat-là. Vous qui dites que vous ne voulez pas vous ne voulez pas du changement de la Constitution, exprimez-vous librement. Ne dites pas aux gens que si on change la Constitution, ça sera la guerre, et tout ça, il faudrait que l'on prenne compte de la jeunesse. Non, 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 non. Pas de démagogie et pas d'absolutisme non plus. Pas de fatalisme et pas de mensonge autour de ce débat fédérateur, en réalité. C'est ainsi que nous, c'est ça que nous avons dit. Nous allons mettre en place 30 chaînes de télévision qui vont porter ce débat-là. On n'a pas encore défini le nombre des radios, on n'a pas encore défini le nombre de la presse en ligne, ainsi de suite, mais pour les médias, nous avons dit au moins 30. Pourquoi, cher Gardi? Puisque vous, en connaissant vos capacités, lorsque vous avez 2 personnes ou 4 personnes qui viennent débattre, il y a 2 qui sont pour, 2 qui sont contre, nous connaissons votre capacité à conduire bien le débat pour que la vérité éclate. Parce qu'il faudrait bien que la vérité éclate. Et qui va décider finalement? C'est le peuple. Je l'avais dit dans votre plateau ici, le peuple n'est pas ce n'est pas un suiveur. Dans une démocratie, il est Dieu. Donc, on doit laisser le peuple s'exprimer. Et nous allons on fera de bons choix de journalistes que nous estimons équilibrés, de journalistes sérieux qui peuvent poser des questions, pas des questions tendancieuses, pas des questions allant dans le sens de diviser, mais des questions allant dans le sens d'unir les gens. Et c'est ça. Donc, en réalité, la Constitution ne devait pas déranger les gens. Donc, maintenant, ceux qui sont pour, ils doivent s'exprimer, pas dans le sens d'opprimer les autres, mais ceux qui sont contre doivent aussi s'exprimer. Telle est la position du CESAC. Et ma position, en tant que président du CESAC, c'est effectivement de conduire ce débat à bon port. Et on va le faire. On tiendra tout cet équilibre-là pour que ça marche. Ok, vous parlez de 30 télévisions. Avez-vous tenu compte de la représentativité ou on va retomber dans les mêmes problèmes? À défaut de pouvoir trouver certaines zones, on reste sur une approche trop grande ville. Kinshasa, à limite Lubumbashi. Non, nous allons prendre toutes les grandes agglomérations. Okay. On prendra ceux qui viennent des provinces, qui vont représenter les provinces, et ceux qui sont ici à Kinshasa. On va faire ces 30 chaînes-là. Les chaînes vont nous servir de diffusion. Mais l'équipe qui va poser des questions va être une équipe restreinte. Okay. On pourra, je donne un exemple. On pourra le CESAC va organiser la production. Oui, c'est nous qui organisons exclusivement la production. Okay. Par exemple, avec un journaliste que nous essayons de roder en termes de 5 plateaux, pardon, 5 coins ou 4 coins géographiques. Je prends un exemple. Gardi peut aller, par exemple, à l'Équateur, couvrir tout ce qui est de l'Équateur. C'est-à-dire tous les politiciens, tous les scientifiques, tous les élèves, tous les étudiants qui sont allés dans l'espace Équateur vont passer que chez vous et votre équipe. Et ceux qui seront dans le Congo central, ceux qui seront dans le Katanga, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire le débat. Donc, ça ne sera pas de choix aléatoires comme ça. Non, ça va être vraiment de choix réfléchis parce que nous estimons que vous en avez besoin et que le peuple congolais en a véritablement besoin. Alors, une autre question de forme, c'est que c'est bien le débat, les scientifiques vont discuter, mais ces débats n'auront pas force de loi. Quelle serait la passerelle établie avec
les législateurs, ceux qui sont censés après ces différents avis, canaliser et orienter, en fait pas orienter, mais canaliser la plupart des réflexions produites et surtout la réaction de la population. Le pouvoir public est élu par l'opinion publique. Le pouvoir public travaille pour l'opinion publique. L'État travaille pour le peuple. Il est là pour le bien-être du peuple. Et ce que nous faisons, c'est que ça rentre dans cette dynamique-là. Nous préparons le terrain pour que le débat se passe de façon apaisée. Vous avez la question de la loi référendaire. Oui, mais beaucoup de Congolais ne savent même pas ce que c'est la loi référendaire. Je te fais rire. Quelqu'un m'a dit, la loi mais référendaire, on est dans un moment compliqué. En fait, le gars ne comprend pas ce que ça veut dire un référendaire. Ce n'est pas le référendaire. Il ne sait même pas c'est quoi un référendum. Vous comprenez? Pourtant, le référendum, c'est la question au peuple. Tout simplement. La question au peuple, c'est ça, référendum. On pose la question au peuple, on recourt au peuple parce que c'est lui qui doit s'exprimer en dernier. Et donc, une loi référendaire ne devrait pas déranger, en principe. Pas du tout. Ça ne devrait pas déranger. Je ne vois pas comment ça deviendrait un lit pour le changement. Je ne comprends pas cette gymnastique-là. Parce qu'en réalité, la politique, comme le disaient le professeur Kalouba et le professeur Jacques Njoli et même le professeur Issambo et Mbata, ils sont d'accord sur un fait, c'est que la politique sans la poudre, il faut bien que le droit vienne civiliser la politique. Puisque c'est un terrain dangereux. C'est un terrain de la violence. Quelqu'un disait, c'est une violence, mais qu'il faut maintenant civiliser. Il faut civiliser, il faut apprivoiser la politique pour que la politique et le pouvoir servent réellement au peuple. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, le pouvoir public vont s'inspirer, les pouvoirs vont s'inspirer à notre démarche. Et je crois que quand on parlera maintenant d'un référendum, ou quand on sera d'accord sur le référendum, tout sera clair. Ou alors, si le peuple dit non, ou après tous ces débats, toutes ces discussions, ceux qui disent qu'ils veulent qu'on change la Constitution ne nous ont pas convaincus, nous mettons notre position, ils vont s'exprimer. Quand on viendra dire êtes-vous pour ou contre, ils diront non, on n'est pas d'accord. Mais quand ils trouveront que c'est très important que l'on change une constitution ou qu'on la fasse évoluer, ils diront oui, on est bien d'accord. Comment faire-vous face à l'accusation de le CESAC prépare l'opinion à accepter ou à intérioriser? Parce que je sais que ça arrivera. Anticipons la question. Mais ils ont raison, cher Gardi. Nous préparons effectivement l'opinion. À entériner le changement de la Constitution. Ah, c'est là tout le problème. Nous préparons l'opinion à avoir des notions. Nous la préparons à accepter une vérité. Nous la préparons à faire évoluer une idée ou à faire évoluer une situation. Et on fait évoluer une situation pas en disant oui, même en disant non, on peut la faire évoluer. Et je crois que c'est notre rôle. On ne peut pas nous reprocher de faire notre travail. Notre boulot, c'est de préparer l'opinion. À dire à l'opinion, voici les grands débats maintenant. Qu'en pensez-vous? Il ne s'agit pas que de la Constitution, cher Gardi, mais il y a aussi la question du dialogue. Du dialogue. Oui. On devait en arriver. Nous faisons le même travail. C'est la même stratégie. Parce que pour que les gens comprennent, la question du dialogue, je l'avais dit, et je continue à le dire, ce sont les institutions qui encadrent le dialogue. Partout au monde. Le dialogue ne peut pas être fait dans un autre cadre en dehors de celui que le chef de l'État a prévu. Et ici, c'est le chef de l'État qui est le juge de l'opportunité du dialogue. C'est le chef de l'État qui a le calendrier du dialogue. C'est le chef de l'État qui a le terme de référence du dialogue. C'est lui qui prépare le dialogue. C'est lui. Et ça, c'est un pouvoir discrétionnaire. Mais je reconnais que l'opposition, bien évidemment, était... C'est elle qui a demandé qu'on ait un dialogue. Ils ont demandé qu'on ait un dialogue, mais les gens oublient que le chef de l'État était celui qui avait appelé au dialogue depuis le premier jour de son pouvoir, de son premier quinquennat. Vous oubliez, il était le premier à tendre la main. C'était lui le premier à tendre la main, en demandant aux gens, en incitant nos mémoires, venez, discutons. En 2023, il a dit la même chose. Je vais faire un peu de polémique. Oui. Il a tendu la main, il a eu Moutamba qui était un opposant après. Écoutez, on connaît son sort. Écoutez, moi je ne parle pas des gens, je ne parle pas des individus. Je savais que j'allais faire un peu de polémique. Je comprends. Mais regardez, mais ça confirme qu'il a tendu la main. Ouais. Ce que les gens vont faire de la main qu'on leur a tendue, ça ne dépend plus du chef de l'État. Lui, son rôle, c'est de vous demander de venir travailler. Et si vous venez, vous aimez ce que vous aimez, c'est pas son problème à lui. Et le chef de l'État l'a toujours fait. Il est le premier président, si on peut le dire, à avoir donné de la mobilité à l'Église catholique quand il arrive. Vous vous souvenez avec les diocèses, qu'on a donné des véhicules, ainsi de suite. Il a été depuis très longtemps là-bas.
C'est le seul président, après Mobutu, je pense, qui a visité toutes les églises, toutes les confessions. Il est allé partout. Il est allé chez les kimbanguistes, il est allé chez les musulmans, il est allé chez les catholiques, il est allé chez les chrétiens, parfois sous la pluie. Il est allé. Donc, à un moment donné, on peut dire, il a montré toute sa volonté de construire une unité autour du pays. Mais non, c'est aux opposants de répondre l'histoire. Est-ce qu'ils veulent répondre ou pas? Mais il ne s'agit pas de dire aux gens que non, ce sont les opposants qui vont fixer les dialogues. Non, ce n'est pas eux. Ils n'ont pas le calendrier. Et on les invite pour qu'on discute de la question. Et c'est ça que le peuple congolais doit comprendre. Maintenant, nous, le CSA, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons à ce que le dialogue soit organisé en termes, dans le contexte de médias, soit organisé convenablement pour que les journalistes aient part. Autant on veut consulter les politiciens, il faudrait bien qu'on consulte cette couche-là. Les créateurs de contenu, les journalistes doivent être au courant de tout ce qui se passe pour qu'ils viennent dire au peuple, voilà les discussions, comment elles se sont passées. Mais non, ce que nous, c'est ça que nous n'allons pas autoriser. C'est tout appel à l'incitation. Tout appel à la haine. C'est-à-dire incitation à la haine, au désordre, à l'insurrection, au soulèvement. Non. Informer, oui, mais aucun média n'aura le pouvoir de dire « descendez dans la rue, allez casser, allez détruire ». Non, vous le faites, vous êtes sanctionné. C'est comme ça qu'on fait. Donc les médias ont le devoir d'accompagner ce processus, étant donné que et les opposants et les gens du pouvoir, on va dire ça comme ça, ils se sont mis d'accord sur dialoguons. Maintenant, les médias doivent accompagner ce processus, pas en faire une propagande, mais accompagner intelligemment cela. Ce que nous refusons, c'est des émissions qui vont dans le sens de diminuer, de détruire, d'incendier, d'inciter à la haine. Ça, malheureusement, on ne le permettra pas. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire, mais on va chuter par cette question de forme aussi. Savez-vous que la plupart des médias en RDC sont tenus par des politiques? Savez-vous aujourd'hui que partout au monde, c'est aussi des outils importants pour les annonces politiques? Est-ce qu'aujourd'hui, le CESAC comprend le fait qu'un politique peut se servir de son média pour mobiliser, pas pour de l'insurrection, mais pour mobiliser, pour de marches et autres? Et un média peut avoir le droit de refuser, de discuter. Écoutez, ce que nous faisons, c'est l'équilibre. Nous, ce que les médias font de leurs programmes, du moment où ces programmes ont été communiqués, ça ne nous regarde pas. Si vous ne violez pas la loi, on ne viendra pas vous déranger non plus. Donc, si un média décide d'accompagner un politique dans sa lutte, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que sa lutte reste légale et que la démarche soit approuvée par les textes et par la règle. Mais nous serons sans pardon pour des médias qui vont organiser des émissions dans le sens d'attiser le feu, dans le sens de vouloir rompre avec l'idéal constitutionnel. Un média qui appelle à une journée ville, qui laisse quelqu'un appeler à une journée ville morte, peut-il s'exposer à des sanctions? Il va s'exposer à des très grandes sanctions lorsque la ville morte porte à une rupture de l'ordre constitutionnel. Les gens doivent comprendre une chose, cher Gardi, parce que j'ai entendu ça dans le débat. Ils disent non, à l'époque de l'ancien président, les gens appelaient à la ville morte. Oui, c'est bien, c'est vrai. Mais c'était dans quelle période, dans quel contexte? Appeler à une ville morte, ce n'est pas une insurrection. Il faudrait vraiment qu'on fasse la part des choses. Mais dire que nous allons descendre dans la rue pour aller demander au président de quitter le pouvoir, alors là, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est une violation même de l'ordre constitutionnel. À l'époque de l'ancien président, on était à 2 ans hors contexte. Le mandat constitutionnel était fini. On était rentré dans un vide comme ça que l'on ne comprenait pas. Même si constitutionnellement, c'était normal. Il y avait des bases. Oui, il y avait des bases. Juridiquement, ça pouvait se soutenir. Oui. Mais maintenant, le chef de l'État est en plein mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de vouloir rompre cet ordre constitutionnel. Ceux qui disent, par exemple, que non, le chef de l'État a violé la Constitution en tentant. Non, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un puisque vous imaginez qu'il a tenté. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il faut changer les constitutions. Il n'a même pas dit qu'il faut reviser la Constitution. Il a dit qu'il faut faire évoluer la question. À partir de quel moment vous tenez ces propos pour une attaque et vous commencez à dire « nous allons descendre dans la rue » non, ça, on ne l'accordera pas. Et je voudrais vous le dire chez vous aussi. Les prêtres,
les pasteurs, les leaders d'opinion, de n'importe quel bord, tous ceux qui vont s'hasarder sur la menace, les attaques, l'incitation à la haine, en utilisant leur plateau ou leur prêche ou leur chair, se verront sanctionnés tout simplement. Ça veut dire que si vous êtes pasteur, vous dites aux gens, si vous ne voulez pas changer la constitution, nous allons tous vous tuer. Vous perdez le droit de parler en public. Ok. Si vous êtes pour le changement ou contre le changement, et vous dites ceux qui vont oser changer la constitution, nous allons tous les tuer, vous perdez aussi le droit. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait de la modération. Que vous soyez pour ou que vous soyez contre, respectez les règles. Tout ce que nous disons, c'est le débat. Débattez, discutons de tout et ne nous empêchons pas d'aller plus loin que ça. La fameuse phrase, c'est ça la vitalité de la démocratie, qui est devenue presque récurrente. C'est un plaisir de vous avoir, Maître Christian Bossémbé. J'espère qu'on se retrouvera encore très vite pour d'autres questions. Sinon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Restez branchés, on vous revient très prochainement pour la suite du programme, pour le prochain acte d'entretien. Excellent suite de programme. Merci à la grande équipe derrière, à Kovo Mamon, à Roli, à Junior Bolamba et à l'ensemble de l'équipe coordonnée par Jean-Blaise Mbunga pour cette réalisation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, disons-nous la semaine prochaine, pour un nouveau numéro d'entretien, pour une autre question de développement, surtout aller dans le fond de la pensée, mais surtout dans les questions qui nous aident à grandir en tant qu'humains. Merci beaucoup. C'est moi. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.